C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Le thème cette année est accès à l'information aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Le Gabon a abrité la 57e session de la conférence des ministres de l'éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Lors de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a passé la main au Gabon à la tête de cette organisation. La loi du travail sera débattue à l'Assemblée nationale française ce mardi. Les débats vont durer 15 jours. Plusieurs manifestations et rassemblements se sont tenus partout en France ces jours pour protester contre le projet de loi sur la réforme du Code du travail. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. À l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier pour l'Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport Ouari Boumedienne par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient les deux pays depuis plusieurs années. Jérôme Kofish Abolin, notre envoyé spécial en Algérie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en visite d'État en Algérie. Première étape ce lundi 2 mai 2016, avec d'abord son arrivée dans la capitale algérienne aux environs de 17h, heure locale, soit 16h, temps universel. À sa descente d'avion à l'aéroport Ouari Boumedienne, avec à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, il est accueilli par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Les honneurs militaires lui sont ensuite rendus par 5 détachements des forces algériennes au rythme de la biganaise, appuyés par 21 coups de canon. Après une pause au salon d'honneur, le président Alassane Ouattara va prendre un bain de foule avec des Ivoiriens résidant en Algérie présents à l'accueil. Juste le temps d'une communion avec ses compatriotes. Avant de se rendre au carré des martyrs pour déposer une gerbe de fleurs en vue d'un hommage aux victimes de la révolution algérienne entre 1954 et 1962. Cet hommage, comme un geste tout à fait symbolique à cette visite d'État à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, la première du genre d'un président ivoirien. Visite qui va certainement permettre aux deux présidents de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Elle sera également l'occasion pour eux de passer en revue des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité en Afrique. Jérôme Kofish Abolin. Avant son départ, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris d'importantes mesures lors de la célébration de la fête du travail le 1er mai dernier. Parmi celles-ci, l'annulation de l'augmentation du coût de l'électricité et l'instauration de la concurrence dans le secteur de la distribution. Adama Kodé. C'est clair, les clients semblaient électrisés par la note salée de leur consommation d'électricité. Nous pouvons nous retrouver avec des factures de 80 000, 100 000, 120 000. Pour un fonctionnaire moyen de notre catégorie, sincèrement, c'est difficile. Moi, j'ai payé 16 000, 17 000. Je suis venu charger mon compteur. Quand les factures viennent, je paye 39 000 francs. Après 36 000. Bon, aujourd'hui aussi, c'est des années 26 000. Moi, je ne comprends pas. Les factures de CIE, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Les factures ont été augmentées. En tout cas, ce qu'ils nous ont envoyé là, ça dépasse notre entendement. Ces images tournées seulement 48 heures avant le dernier Conseil des ministres, annonçant l'adresse du chef de l'État le 1er mai, illustrent bien que les populations avaient besoin de comprendre. Et elles ont été éclairées par le président Alassane Ouattara. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Donc, ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Mais les consommateurs ont obtenu mieux. J'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Ce n'est pas tout. Le gouvernement veut régler durablement la question. Il se tourne donc vers un concept économique éprouvé, la libéralisation. J'ai donc demandé au Premier ministre
de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates. Il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Justement, quelles sont les vertus d'une ouverture du marché, de la distribution? Ça permet aux acteurs économiques de pouvoir jouer un jeu de compétition sur le marché et c'est ce qui permettra de pouvoir baisser probablement le prix que le consommateur va payer à la fin pour sa facture d'électricité. D'un point de vue macroéconomique, la libéralisation c'est un élément important. Je pense que ça créera toutes les conditions de créer plus d'emplois et de créer les jeux économiques qui permettra à l'économie ivoirienne d'en profiter. Dans la mesure où on paye moins cher l'électricité, ça ne peut nous rendre que plus compétitifs. C'est que nous pouvons aborder beaucoup de marchés avec beaucoup plus de confiance. C'est même souhaitable dans une économie libérale. Déjà, le secteur de la production est libéralisé. En plus de l'État, 3 opérateurs se partagent le marché: Cyprel, Azito et Agreco. Le monopole a montré ses limites. On l'a vu partout dans pas mal de domaines, dans le domaine des télécoms. Et bien évidemment, la concurrence, c'est le levier qui pourrait en fait apporter plus de services, plus de qualité aux clients. L'impact principal pour le client, c'est la qualité de service. Vous imaginez, si je prends le cas de l'électricité, aujourd'hui, quand les clients souhaitent payer leurs factures, combien ça peut prendre de temps et de délai, etc. Alors qu'avec des intervenants autres qu'une situation de monopole, bien évidemment, cela ne pourrait qu'apporter plus de qualité de service au client final. Faut-il le savoir, dans la sous-région ouest-africaine, le Ghana enregistre 2 opérateurs dans la distribution. Au Maroc, plusieurs sociétés y exercent. La Côte d'Ivoire compte 1 300 000 abonnés à l'électricité, dont 70% de consommateurs domestiques. Il faut espérer qu'avec la concurrence, le courant passe désormais entre clients et opérateurs. Après 3 années de service en Côte d'Ivoire, la représentante de l'UNICEF à Abidjan rentre définitivement. Elle est allée faire ses adieux au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement a aussi échangé avec le secrétaire général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. Il a été question de bonne gouvernance. Sidonie Davila. Guillaume Valette-Valla est le secrétaire général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. À la primature, il a échangé avec le Premier ministre des projets à mettre en œuvre pour l'instauration d'une meilleure plateforme de collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur ces projets de formation que nous avons mis en place et que nous allons maintenant mettre en œuvre dans les mois qui viennent entre les agents de la Haute Autorité ivoirienne et ceux de l'autorité française afin d'améliorer la mise en œuvre de ce dispositif qui, notamment en Côte d'Ivoire, est déjà très performant et s'illustre par les ordonnances prises en 2013. Bien avant lui, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, a reçu la représentante de l'UNICEF à Abidjan depuis 2013. Après une mission de 3 ans, Adel Kurd part de la Côte d'Ivoire. Faisant ses adieux à Daniel Kablan-Duncan en fin de soirée de ce jeudi, elle a noté les bons points de sa mission. On est vraiment très content des engagements que le gouvernement a pris au plus haut niveau à travers la scolarisation obligatoire, mais aussi le travail de la Première Dame contre le travail des enfants. Tout ça, ce sont des grandes pistes qui sont vraiment très bonnes. Mais il reste encore du travail à faire. On va accompagner le gouvernement dans le contexte du PND. Adel Kurd, la représentante de l'UNICEF à Abidjan, part en laissant sa place à Aboubakar Kampo, auparavant en poste au Nigeria. La Côte d'Ivoire va abriter du 4 au 5 mai prochain la 14e conférence afro-arabe, une réunion de 2 grandes organisations interparlementaires que sont l'Union parlementaire africaine et l'Union interparlementaire arabe. Ce rendez-vous sera axé sur la promotion des échanges interparlementaires. Salima Toudia, Sidonie Davila. Développer le dialogue et renforcer les liens de coopération politique, économique, sociale et culturelle entre les parlements africains et ceux des pays arabes. C'est l'objectif clé de la conférence parlementaire afro-arabe. Ce sont 53 parlements, dont 31 d'Afrique et 22 du monde arabe qui sont attendus du 4 au 5 mai à Abidjan pour la 14e conférence de la parlementaire afro-arabe. Cela va permettre à la Côte d'Ivoire et particulièrement à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de faire entendre sa voix, de donner son point de vue sur
des problèmes et des événements d'actualité. Au niveau des enjeux, lorsqu'un pays abrite cette conférence, de facto, son président devient le président en exercice. C'est donc le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui devra être élu, et ce, pour un mandat de 2 ans. La dernière rencontre biannuelle a eu lieu en 2013 à Rabat, au Maroc. Elle est tout à fait autre chose. L'ONU-UDC souhaite que la Côte d'Ivoire accélère les dispositions légales relatives à la lutte contre la traite des personnes. Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, a échangé avec Pierre Lapanc, le responsable de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-UDC. Et c'était hier, lundi, au siège du Programme national de cohésion sociale. Le plan d'action national 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants existe. La stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été élaborée, mais la Côte d'Ivoire doit passer à l'étape suivante. Ces tests doivent être vulgarisés et il reste encore des dispositions institutionnelles légales à adopter. Ces sujets ont été sur la table des discussions entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes et le responsable de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ce lundi 2 mai. Il y a une stratégie et un plan d'action qui ont été validés en fin d'année dernière. Donc l'idée maintenant, c'est évidemment d'utiliser ces documents pour le futur de notre collaboration, rentrer maintenant beaucoup plus dans le détail, voir comment on peut, je dirais, officialiser ces documents, les présenter au niveau du gouvernement et ensuite, bien sûr, il y aura un texte de loi qui devra suivre. Si l'ONU-UDC, le partenaire technique et financier dans la lutte contre la traite des personnes, se fait insistant, eh bien c'est parce que selon Pierre Lapanc, 23 millions de personnes, soit l'équivalent de la population ivoiriennes, sont traitées comme des marchandises dans le monde. La Côte d'Ivoire n'échappe pas au phénomène. Dans le domaine de la traite des personnes, nous avons déjà une loi sur la traite des enfants. Maintenant, il est question d'élargir la loi à toutes les personnes, enfants et adultes compris. Il est question également de valider des documents dont la stratégie nationale. Des tests relatifs à la lutte contre la traite des personnes doivent être validés en Conseil des ministres. La ministre Mariatou Koné a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien car la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes couvre la prévention, la protection des personnes, la répression du fléau considéré comme une forme d'esclavage moderne. Et c'est un reportage de Gabriel Zanich. Nous vous le disions dans nos titres, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Le thème cette année, accès à l'information, aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Ici, en Côte d'Ivoire, l'UNGC a organisé une marche pour rendre hommage à la presse ivoirienne. La journée de la compétitivité s'est déroulée vendredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le thème, compétitivité de la petite et moyenne entreprise, quelle politique publique d'appui. Et cette journée est initiée par l'association Côte d'Ivoire Compétitivité. Elle se veut un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs du secteur. Plus de détails avec Chantal Eoumon à Kandan. Promouvoir et vulgariser la politique publique d'appui à la petite et moyenne entreprise, PME, sont entre autres les aspects de la journée de la compétitivité qui s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La compétitivité, c'est surtout pour une entreprise à pouvoir fabriquer des produits dont la qualité, dont le prix permet d'affronter toutes les concurrences, aussi bien étrangères comme locales. Cette journée nous permet, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur tous les moyens à mettre en œuvre pour aider l'Ivoirien à entreprendre sans grande difficulté pour arriver à contribuer à l'émergence du pays. Les participants à cette journée souhaitent la mise en place de véritables politiques d'appui pour l'amélioration de l'environnement des affaires. L'information, pour dire que l'État soutient les PME, l'information ne passe pas. Pourtant, ça existe les structures d'accompagnement de l'État pour les PME. Qu'on nous montre et qu'on nous dise les périodes de mise en place, par exemple, de fonds d'accompagnement. Quelles sont les périodes? 1. Quelles sont les durées? 2. Et puis encore plus, auprès de qui?
on prend les informations. L'association Côte d'Ivoire Compétitivité, qui a initié cette journée, entend favoriser la collaboration entre les différentes institutions et le ministère de l'entrepreneuriat pour un accompagnement approprié de l'entreprise nationale. Pour l'accès au financement, c'est une question importante pour les PME. C'est que l'État est en train de mettre en place des instruments qui vont permettre au secteur privé de pouvoir mettre ces instruments en place, créer l'environnement pour la mise en place de ces instruments et permettre aux PME, à partir de ces instruments, d'avoir accès au crédit. La journée de la compétitivité a été meublée par une conférence sur la compétitivité de la PME. Quelle politique publique, suivie d'un panel animé par la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, le tribunal du commerce, le tribunal de première instance d'Abidjan et les entrepreneurs invités. Abidjan abrite la première conférence sur le financement du commerce intra-africain et les systèmes de paiement. C'est une préoccupation pour les experts puisque le taux des échanges commerciaux entre pays africains est très faible, 12% contre 60% en Europe. Francis Boifo. C'est un constat qui irrite les panafricains, surtout les spécialistes des questions économiques. Le volume des échanges commerciaux entre les États africains est trop faible comparativement aux autres continents. Le commerce intra-africain s'élève aujourd'hui à 12%. Quand vous parlez de l'Europe, on parle de 60%. Quand vous parlez de l'Asie, on parle de 63%. L'Amérique, c'est plus que 40%. On sait qu'on a des problèmes de financement. C'est important que vraiment qu'on simplifie nos barrières douanières pour essayer d'avoir beaucoup de transactions. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de coopération économique ont été salués lors de la première conférence sur le financement du commerce intra-africain et les systèmes de paiement. Côte d'Ivoire est en avance. Aujourd'hui, le mobile banking, les paiements électroniques, tout est en mouvement. Nous devons faire davantage parce que vous savez, ces nouvelles technologies sont à leur début. Alors nous sommes amenés donc à nous inspirer des expériences des autres pays. 2 jours pour plancher sur les problèmes liés au financement du commerce intra-africain, le cadre réglementaire et institutionnel, en vue d'amorcer un nouveau départ avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Il y a une banque qui est là pour soutenir les entreprises, tous les opérateurs économiques qui veulent s'inscrire dans cet itinéraire qui commence aujourd'hui, donc de développer et de réaliser le potentiel du commerce intra-africain. Les recommandations de la rencontre d'Abidjan seront soumises à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement. L'atelier sous-régional sur l'emploi des jeunes dans l'espace UEMOA a refermé ses portes le vendredi dernier à Yamoussoukro. Cette rencontre a permis aux 8 représentants des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour réduire le chômage des jeunes. Connu par Gassoro. Mettre en place un cadre de concertation entre le système bancaire, le secteur privé et les États membres de l'UEMOA pour discuter de la question du financement des jeunes entrepreneurs. Développer des nouveaux modes de financement pour les jeunes entrepreneurs. Accélérer l'étude de faisabilité sur le Fonds régional de l'emploi des jeunes en vue de sa mise en place effective. Entre autres recommandations et mécanismes régionaux de financement retenus au cours de l'atelier sur l'employabilité et la réduction du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et dans les autres pays membres de l'UEMOA. Cet atelier, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a l'appui du bureau de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. La problématique de l'emploi ne peut pas être seulement locale. Vous avez tout l'environnement régional et souvent mondial qui impacte fortement tous les dispositifs que vous pouvez mettre en place. Et c'est en cela que, conjointement, nous avons identifié que nous avons plus ou moins les mêmes problèmes dans nos différents pays. Et donc, même réponse, il faut avoir une approche initiale et globale. La problématique de l'emploi des jeunes et la réduction du chômage dans l'espace UEMOA, ça constitue la priorité de la commission de l'UEMOA. Nous allons commencer à appliquer ce que nous avons mis dans la feuille de route qui sera validée par les ministres eux-mêmes. Des programmes communautaires relatifs à l'emploi des jeunes au sein de l'espace UEMOA ont également été élaborés. Un programme régional d'appui au secteur informel et un programme régional de création et de validation des emplois à travers le développement de chaînes de valeur agricoles.
Autre titre de cette édition, le Gabon a abrité la 57e session de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Lors de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a passé la main au Gabon. Les travaux se sont déroulés autour du thème l'échec et le décrochage scolaire. Gabriel Zané. Après 2 années passées à la tête de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la ministre Kandia Camara passe la main à son homologue gabonais Florentin Moussavou. La présidente sortante a rappelé à son successeur les défis qui l'attendent. Il pourra toutefois capitaliser les acquis enregistrés ces 2 dernières années par l'organisation. J'ai participé au titre de la Côte d'Ivoire et en ma qualité de présidente en exercice de la Confémen, à la réunion de concertation de la région Afrique sur le nouvel agenda de l'éducation 2030 tenu en février 2015 à Kigali au Rwanda, ainsi qu'au Forum mondial sur l'éducation organisé en République de Corée en mai 2015. À l'issue de ce forum, il a été adopté la déclaration de Incheon appelée Éducation 2030. La déclaration d'Incheon vise à assurer d'ici à 2030 une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. En marge de cette session, la ministre Kandia Camara a été reçue en audience par son Excellence Ali Bongo, président de la République du Gabon. Nous avons décidé de mettre l'accent sur évidemment l'école classique, mais aussi sur la formation professionnelle pour ceux qui n'auront pas la volonté ou la capacité d'aller jusqu'à un cycle supérieur. Donc le président de la République nous a rassurés. La Confémen, forte de 46 États et de gouvernements, se réunit tous les 2 ans au chevet de l'école de l'espace francophone. Objectif, harmoniser leurs efforts pour adapter l'éducation aux exigences modernes. La 57e session de la Confémen a eu pour thème l'échec et le décrochage scolaire. Le Conseil du café cacao manifeste sa solidarité aux producteurs de l'indénié Djoablin et du Gantungo, victimes d'un feu de brousse. Il leur a offert des kits alimentaires. Honorine Kakubla, à Nigori. Le Conseil du café cacao, au secours des producteurs de l'indénié Djoablin et du Gantungo, victimes de feux de brousse récemment. C'était au cours d'une cérémonie à la Chambre d'agriculture d'Abengourou. Cette structure a offert à chacune des victimes un kit alimentaire constitué d'un sac de riz de 50 kg, de 10 litres d'huile et de table. Le conseiller agricole a par ailleurs assuré les victimes de l'indénié Djoablin et du Gantungo du soutien du Conseil du café cacao en termes de semences. L'objectif est de les aider à reconstituer leur verger de cacaoyer ravagé par les flammes. Le sous-préfet central d'Abengourou, Missa Kwasi, qui a présidé cette cérémonie, a adressé des mots de réconfort et d'encouragement à ces paysans meurtris. Il leur a demandé de sécher leurs larmes et de se remettre au travail, car le pays compte sur eux. Adjeyu Kofi, le porte-parole des victimes, a quant à lui exprimé sa gratitude au Conseil du café et du cacao pour cet élan de solidarité à leur endroit. Les acteurs de l'immobilier hommes en armes se sont retrouvés à l'occasion du lancement du projet 5000 logements pour les gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire. La valeur de ce projet, 120 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre de l'opération Terre Promise et entend pour cette première phase loger plus de 30 000 familles de gendarmes et des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 5000 logements seront bientôt construits pour les gendarmes et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La première phase du programme de construction des logements a été lancée. Son nom, l'opération Terre Promise. Il s'agit pour nous de combler les espérances des militaires de FRC et les espérances de la gendarmerie en apportant définitivement et en toute sécurité la réponse appropriée à la question du logement. L'occasion pour la Société africaine d'investissement et de développement de présenter ses technologies de construction ainsi que la facilité mise en place pour l'acquisition des logements. Nous ne touchons pas à un rond dans tout le processus, que la part des acquéreurs. Nous produisons les logements
Et une fois les logements prêts, nous nous faisons payer par la banque qui prend le relais avec des crédits acquéreurs. Les partenaires techniques et financiers se veulent rassurants. Ils entendent tout faire pour que ce projet soit bel et bien effectif. C'est dans la trajectoire d'une collaboration et d'un engagement de WSA avec les Ivoiriens et avec les Côte d'Ivoire pour la longue durée. Les premières bâtisses seront construites dans la commune de Bingerville et permettront de loger à peu près 30 000 gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mariam Sissé, Alexis Ouedraogo. La police municipale de la mairie de Yopougon vient d'être dotée de motos de patrouille d'une valeur globale de 30 millions de francs CFA. Cette action permettra au renforcement des capacités opérationnelles de la police municipale de Yopougon. Moussa Konaté. Des motos offertes à la police municipale de Yopougon pour être efficace dans sa mission quotidienne, celle d'assurer la sécurité. Les autorités municipales affichent ainsi leur engagement à rassurer leurs administrés. Il s'agit d'équipements payés par la mairie, par le contribuable de la mairie. Nous marquons notre volonté de faire de notre police un exemple. Nous allons donner l'image de cette police-là qui en vaut la peine et qui contribue donc au développement de la mairie. Bien équipés pour mieux servir. L'action est appréciée par le directeur de la police municipale et de l'ordre public de Yopougon. Ces équipements-là vont rendre plus opérationnels, plus visibles les actes de la police municipale. Il en faut encore plus, parce que les tâches qui nous sont confiées sont immenses. Il faut encore davantage. Et je crois que le maire, il a dit, il nous a promis, il va non seulement augmenter l'effectif, mais également augmenter notre capacité de mobilité. Outre ces motos reçues, des dons, notamment des véhicules, sont annoncés dans les mois à venir, ce qui permettra de satisfaire totalement les besoins de la police municipale de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les usagers qui empruntent la voie menant à la ville d'Alépé, on peut se rendre compte de la dégradation très avancée de la route située non loin du corridor partant d'Abobo. À cet endroit, un gros ravin créé suite aux fortes pluies des années passées menace de couper cette voie en deux. Connu par Gassoro. Des pneus en plein milieu de route pour inviter les automobilistes à la prudence. Cette partie du bitume prête à s'affaisser menace de séparer la route en deux en cas de forte pluie. Une situation qui inquiète les usagers. Le mois passé, il y a un Baka qui est tombé dans l'eau là. C'est tombé ici dans l'eau là. Voilà. Donc vraiment, ils n'ont qu'à venir nous aider. S'ils peuvent faire ce pont là, ce trou là, ce mauvais trou là, ça va nous arranger. Nous pensons qu'il faut réparer les choses dès que cela se pose. Une route internationale, aujourd'hui, 2 véhicules ne peuvent pas se dépasser à cet endroit. Le pont qui se trouve à moins de 5 mètres de là n'est pas mieux loti. Ces grilles sont dans un état de rouille très avancé. Elles ne sont pas loin de céder. Un peu plus loin, juste avant le corridor d'Alépé, les eaux usées provenant des différents quartiers d'Abobo ruissellent sous ces ponts de fortune créés pour la circonstance. Un pont qui risque de causer d'énormes dégâts avec la saison des pluies qui s'annonce. On va se retrouver dans la saison des pluies. Bientôt, on va se retrouver aussi dans la période où il y a beaucoup de fêtes dans cette région, notamment les fêtes de génération. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait la catastrophe pour réagir. S'il y a une forte pluie, vraiment cette route-là, on ne peut plus passer dessus. Donc vraiment, on demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir faire ce pont-là. Ça va beaucoup nous arranger, puisque c'est très dangereux. Déjà approché en décembre 2015 en vue d'une solution à cette voie dégradée, les responsables de la Géroute, agents de gestion des routes, se disent conscients du problème. Nous sommes soumis au Code des marchés publics. Par conséquent, il y a une procédure à suivre. Cette procédure peut être plus ou moins longue en fonction de la situation. Nous sommes là en face d'un point critique qui est quand même délicat. On ne peut pas faire l'appel d'offres ouvert à tout le monde. Donc, on doit déjà identifier les entreprises qui ont la capacité de le faire selon les règles de l'art et dans les délais convenus et signer un marché. Les appels d'offres ont été lancés et le dépôt des offres est prévu pour le 12 mai. Les entreprises qui ont été sollicitées, à qui on demande de faire des propositions, vont déposer leurs offres le 12 mai. Pour l'heure, les usagers continuent d'emprunter et de traverser ces voies devenues dangereuses. Rendons-nous maintenant à Djiglo. Cette ville vient de tenir la première session de son conseil municipal à Domobli, un village situé à une dizaine de kilomètres
de la ville. 523 millions de francs CFA, c'est la somme qui va être utilisée par le maire et son équipe pour le développement de la commune au cours de l'année 2016. F. Boué. Nikla est un quartier de la ville de Guiglo dans la région du Cavali. Ici, les résidents en général sont préoccupés par l'accès difficile du quartier dû à la voie principale non bitumée. Mais les femmes le sont plus encore, obligées de parcourir des kilomètres pour accoucher. Elles espèrent en un lendemain meilleur. Souvent, les tassimens refusent de venir ici. Donc, ça nous fatigue un peu. Je souhaiterais qu'on ait une maternité ici. Là, ça va faciliter la tâche aux femmes. Un vœu qui ne tardera pas à se réaliser, car bientôt une maternité à Nikla. L'édifice prêt et déjà équipé sera bientôt ouvert pour le bonheur des femmes de ce quartier. Une réalisation du conseil municipal qui a pris forme en 2015. Pour l'année 2016, l'équipe de Séverin Baillet dispose de 523 millions de francs CFA pour le développement de la commune. Et pour accorder les violons, la première session du conseil municipal se tient à Domobli, un village communal. Outre le secteur de la santé, d'autres domaines vont bénéficier d'investissements. Le marché en pleine réhabilitation avec des hangars et des boxes plus commodes, une piscine municipale bientôt disponible. Les jeunes, quant à eux, ne sont pas omis. Un fonds de garantie de 20 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets et pour la jeunesse de Domobli. Il vient de réhabiliter notre foyer des jeunes. Il vient de nous octroyer 100 chaises pour notre foyer. Autre domaine inscrit au budget 2016, l'embellissement de la mythique place Félix Houphouët-Boigny. Cette place-là nous est chère. Elle a été confectionnée par notre doyen, le ministre Émile Keïbo-Guina. Nous avons vu maintenant qu'elle se dégrade. Alors il faut faire une clôture, mais une clôture esthétique pour préserver cette place-là qui nous sert énormément. Un projet dont la réalisation au dit du premier magistrat ajoutera certainement une plus-value à la ville de Guiglo qui s'est vue décerner en 2015 le prix de la ville la plus verte et la plus fleurie de Côte d'Ivoire. Plusieurs manifestations et rassemblements se sont tenus partout en France ces jours pour protester contre le projet de loi sur la réforme du Code du travail à l'initiative de plusieurs syndicats. Les manifestants étaient bien moins nombreux samedi dernier que le 31 mars dernier. Et le ministère de l'Intérieur en a compté 120 000 dans toute la France, dont 18 000 à 20 000 à Paris, tandis que les syndicats ont recensé 110 000 participants dans la capitale. Et c'est cette loi du travail qui sera débattue à l'Assemblée nationale française ce mardi. Les débats vont durer 15 jours. Le dimanche dernier, 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris des décisions importantes touchant directement les populations, toutes tendances confondues, de l'électricité, de l'eau en passant par les permis de conduire, pour en arriver à la libéralisation d'un secteur longtemps fermé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les lignes ont véritablement bougé. Pour en savoir davantage, la rédaction de RTI vous propose en direct une émission spéciale consacrée à ces sujets brûlants d'actualité. Ce sera à partir de 20h50. Victorien Angoua recevra deux confrères pour en parler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.